Quand je vois ma famille américaine, j'aime bien leur parler de la sécurité sociale. La Sécu fait partie de ces choses qui me rendent fière d'être française. Je leur explique que chez nous, le système de santé est public et donc gratuit. Si vous allez aux urgences, on ne vous demandera pas si vous avez une bonne mutuelle avant de vous soigner. What the hell, people? I just saw Maggie Kent in the park. Why didn't we treat her? She has no insurance. Et donc quand on me dit que la Sécu est mal gérée au point d'être en danger, ça m'inquiète. Mais heureusement, tous les politiques sont déterminés à la sauver. Sauver d'abord la sécurité sociale. Sauver notre système de protection sociale. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale. Nicolas Da Silva est économiste de la santé à l'université Sorbonne Paris-Nord. Quand j'ai lu son livre « La bataille de la Sécu », je me suis rendu compte qu'à la fois j'idéalisais et je sous-estimais notre système de santé. J'ai compris que la Sécu en général, ça ne voulait rien dire, que celle que l'on a aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle qui a été fondée en 1946. Pour Nicolas Da Silva, la sécurité sociale est en excellente santé financière et la plus grande menace à laquelle elle fait face n'est pas seulement la privatisation, mais aussi l'étatisation. Étatisation qui est déjà en cours. Quand et pourquoi ce processus a-t-il commencé? Quelle est la différence entre le public et l'étatique? La sécurité sociale a-t-elle besoin d'être sauvée? Cet entretien a la particularité d'avoir été tourné en public à la Gaîté Lyrique, où on avait installé le décor habituel de l'émission. Ce qui me motive à écrire ce livre, c'est un inconfort, un paradoxe, une question un peu lancinante. En fait, la question que je me pose, c'est comment on explique qu'aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi riche, on serait incapable d'étendre la sécurité sociale, alors que quand on regarde dans l'histoire, à quel moment a été inventée, développée cette institution? C'est en 1945, c'est-à-dire une période d'après-guerre. Or, comme on le sait, après la guerre, on est souvent plus pauvre qu'avant la guerre. On pourrait étendre ce paradoxe à quelque chose qu'on a vécu il y a très peu de temps, hein, qu'on a tous encore dans notre mémoire. En 2018, notre président Emmanuel Macron était en visite dans un hôpital et disait à une soignante qui lui expliquait qu'elle n'arrivait plus à travailler parce qu'il n'y avait pas assez de financement pour l'hôpital public. Il lui disait « Oui, mais madame, il n'y a pas d'argent magique ». Et pourtant, 2 ans plus tard, avec le premier confinement, alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'argent magique, il a été possible d'étendre la sécurité sociale. Comment c'est possible? Comment est-ce que ce qui paraît impossible un jour devient possible le lendemain? C'est ça l'enjeu du bouquin. Alors, ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est que depuis 2 siècles, 2 philosophies de la protection sociale se sont confrontées, celle de l'État social et celle de la sociale, c'est comme ça que vous les nommez. Et chaque logique produit des manières très différentes de penser et de dispenser les soins. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces 2 logiques-là? Le public n'est pas toujours étatique, c'est-à-dire gouverné par l'État. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises, l'organisation du système n'est pas systématiquement, n'est pas toujours dans l'histoire décidée au plus haut niveau de l'État. Et donc j'oppose l'État social, une forme de protection sociale publique gouvernée par l'État, à la sociale, une forme de protection sociale publique, mais gouvernée par les intéressés eux-mêmes, gouvernée par les travailleurs. Et donc la question du qui décide est au moins aussi importante la question de combien il y a d'argent, combien il y a de financement. Parce que, évidemment, qui décide va être une question qui va impliquer des réponses particulières à comment on organise le système. Et donc, dans un cas, on aura plutôt du financement par de l'impôt, l'État, plutôt par de la cotisation avec la sociale. On aura des formes de défense, de principes d'organisation, de principes de justice différents. Tandis que la sociale, lorsque la protection sociale est gouvernée par les intéressés, il y a une volonté d'universaliser l'accès aux droits, eh bien l'État social a plutôt tendance, lui, à essayer de séparer ceux qui ont droit des autres, à organiser une solidarité qui est ciblée vers ceux qui en ont plus besoin et laisser le marché se développer par ailleurs. Ensuite, peut-être dernier point intéressant, lorsque l'État social gouverne la protection sociale publique, eh bien, il a une conception de la façon dont doivent être produits les soins qui est différente. Eh bien, l'État social, lui, a tendance à favoriser le développement des entreprises capitalistes et pas forcément à développer, comme on pourrait s'y attendre, les formes de publiques de soins comme l'hôpital public.
Donc c'est ce qu'on voit ces dernières années, par exemple, le développement des cliniques privées au détriment de l'hôpital public. Alors que de son côté, la sociale, lorsque ce sont les intéressés qui décident, ils ont plutôt tendance à favoriser des formes de production qui, elles, sont publiques, avec, par exemple, l'hôpital public, des médecins conventionnés avec un tarif opposable. C'est ça que recherchent les intéressés. Pourquoi ? Parce que ils essaient de défendre une conception de l'accès aux soins et de la production des soins qui est importante pour eux. Alors aujourd'hui, notre système de santé est le produit hybride de ces deux logiques qui ont été plus ou moins dominantes selon les époques. Et ça se matérialise notamment sur notre feuille de paye. Par exemple, ce mix qu'on peut avoir entre des cotisations en vert, donc ça c'est vraiment ce qui relève de la sociale. Il y a la CSG qui est un impôt, et là on voit la logique de l'État social. Puis on a aussi en bleu, là on a un troisième acteur qui s'est faufilé sur la feuille de paye, c'est la complémentaire santé. Et ça c'est le fait que les employeurs sont désormais obligés de financer au moins 50% des mutuelles privées de leurs salariés. Donc on voit que en fait ce sont ces trois forces, le privé, la sociale, l'État social, qui se sont plus ou moins confrontés. En fait, la feuille de paye est comme un champ de bataille qui illustre ces conquêtes sociales. Schématiquement, si on veut se donner quelques repères chronologiques, on peut dire que l'État social, qui est donc financé par l'impôt, qui va avoir tendance à cibler ceux qui en ont le plus besoin et à laisser le secteur privé se développer, l'État social donc émerge au début du XXe siècle. Puis en 1946, c'est le grand moment de la sociale, avec la création du régime général de la sécurité sociale, qui est géré par les travailleurs eux-mêmes, qui est financé par la cotisation et qui vise l'universalité de la couverture sociale. Et depuis 1967 et surtout 1995, on assiste au retour de la logique de l'État social qui se réapproprie et démantèle la sécurité sociale. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant le début du XXe siècle, il n'y a ni État social ni social. Pour bien comprendre les débats qui entourent l'organisation des soins en France, Nicolas da Silva prend pour point de départ la Révolution française de 1789 et le passage du féodalisme au capitalisme. Lors de la Révolution, l'un des plus grands perdants, si ce n'est le plus grand perdant, c'est l'Église. Et donc, évidemment, on est dans un monde féodal qui est en train de s'écrouler. Les institutions qui étaient chargées principalement de ces personnes dans la misère, eh bien, elles n'ont plus les moyens de le faire. Et de l'autre côté, on a un capitalisme qui est en train de s'étendre, dont les conséquences néfastes sont en train de s'étendre. Et dans les entreprises, il y a un refus d'adapter les conditions de travail, dont on sait déjà qu'elles tuent les ouvriers. C'est à ce moment-là qu'on pose la question, mais que faire ? Désormais, qu'il n'y a plus la charité, que la charité n'est plus suffisante, que dans ce nouveau monde, est-ce que, par exemple, l'État est redevable de ses citoyens ? Sauf que ce qui va se passer à la fin de la Révolution, c'est qu'en fait, l'État va refuser de mettre en place ses politiques sociales. Il refuse justement parce que face à ces gens qui défendent l'implication de l'État en remplacement de la charité chrétienne en particulier, il va y avoir ceux qui disent « mais non, l'intervention de l'État, c'est susciter l'assistanat déjà ». C'est susciter l'absence d'initiative. C'est très dommageable. Et donc, si des individus qui sont au travail pensent qu'un jour ils peuvent être malades, alors il faut qu'ils mettent de l'argent de côté. Et on va développer cette idée que les soins doivent être organisés par ce qu'on appelle la libre prévoyance. Sauf qu'évidemment, pour la grande masse de la population, tout ça n'a aucun sens parce qu'ils ont déjà du mal à se nourrir. Et donc, on sort de la Révolution dans une situation assez difficile où d'un côté, l'État non seulement ne met rien en place, mais en plus, il réprime les travailleurs organisés qui essayent de s'organiser pour contrer la situation telle qu'elle est en train de se développer. Pourquoi est-ce que l'État réprime l'organisation des travailleurs si eux, on pourrait se dire, l'État ne veut pas investir, mais si les travailleurs veulent s'organiser entre eux, c'est quoi le problème ? Ça pourrait paraître étonnant, mais à la fin de la Révolution, une réunion comme celle-ci n'est pas légale. Il y a tout un tas de dispositions légales qui sont prises pour éviter le regroupement, et le regroupement évidemment surtout des classes laborieuses, avec des choses qui sont assez connues comme la loi Le Chapelier, le décret Allard, qui disent que les ouvriers, les paysans n'ont pas le droit de se rassembler pour défendre leurs intérêts. La plupart du temps, ce qui est visé, c'est la défense des intérêts pour l'augmentation des salaires. Donc en fait, c'est une interdiction, on ne parle pas encore comme ça à cette époque-là, mais du syndicalisme, qui sera autorisé qu'à la fin du 19e. Et donc l'État refuse. Et pourquoi il refuse ? Parce qu'il a aussi le souvenir
de la Révolution et de cette aspiration populaire à la démocratie, c'est-à-dire la capacité de décider. Et c'est bien ça dont il s'agit. C'est le refus, parce que pendant la Révolution, toute une partie des révolutionnaires, qui étaient révolutionnaires mais pas extrêmement radicaux, se rendent compte que la démocratie, c'est dangereux. Parce qu'on peut démocratiquement décider de remettre en cause la propriété privée. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est non. Les nouveaux besoins de santé engendrés par l'industrialisation et la dégradation des conditions de travail restent donc longtemps sans réponse de l'État. Et c'est seulement au début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, qu'un véritable système de santé se met en place, et ce n'est pas un hasard. Nicolas da Silva explique qu'il existe un lien très fort entre la guerre et la naissance de l'État social. Souvent, on considère que la guerre, c'est une parenthèse entre deux périodes de paix, et que finalement, c'est pas très important comme pour comprendre la société. Alors qu'en fait, pas du tout. Beaucoup de politistes, d'historiens expliquent qu'en fait, non, la guerre, en fait, c'est pas une parenthèse. Ça change complètement les rapports sociaux dans la société. Et c'est ce qui va se passer, évidemment, avec la création des États sociaux au début du XXe siècle. L'un des premiers chercheurs qui a mis cette idée en avant, c'est quelqu'un qui s'appelle Richard Titmuss, qui est un chercheur britannique et qui explique qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un État peut avoir tendance à mettre en place des politiques sociales alors qu'il ne voulait pas le faire en préparation de la guerre. Pour quelles raisons ? Tout simplement, par exemple, parce qu'il faut beaucoup de soldats. Et donc, on va mettre en place des politiques natalistes. Il faut des soldats en bonne santé. Donc, on va mettre en place des politiques de santé pour les recrues. Mais il faut aussi que les enfants à naître, eux aussi, soient en bonne santé. Donc, ça suppose aussi de mettre en place des politiques pour les jeunes enfants, les jeunes mères. Par ailleurs, il dit, le quatrième point de son analyse, c'est de dire que oui, non seulement il faut beaucoup de soldats, mais il faut que toutes ces personnes qu'on va emmener dans la dynamique de guerre, il faut qu'elles l'acceptent. Et donc il faut leur donner un espoir, une volonté, cette idée que finalement notre civilisation est meilleure que celle contre laquelle on se bat. Et donc ça va être des promesses de réduction des injustices sociales, etc., etc. Quand commence la guerre, il faut avoir en tête le fait qu'une guerre, c'est le chaos sur le champ de bataille. Sauf que pour mettre en place ce chaos sur le champ de bataille, il faut qu'à l'arrière, il y ait une coordination, une planification, une centralisation de la décision qui est extrêmement importante. Pendant une période de guerre, on ne peut pas laisser faire le marché. Et donc les périodes de guerre sont toujours des périodes de centralisation du pouvoir politique. Souvent, on pense que l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose, encore une fois, qui est une institution, on peut la critiquer, on peut trouver qu'il y en a assez, qu'il n'y en a pas assez, mais c'est une institution qui est tout à fait normale dans un pays démocratique. Et donc, qui doit venir de la discussion apaisée dans l'Assemblée, etc., etc. Et bien, en fait, ce que montre, par exemple, Thomas Piketty, c'est que, en fait, historiquement, l'impôt sur le revenu est en discussion dès la fin de la guerre de 1870 avec la Prusse. Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas le mettre en place. Quand est-ce qu'est voté l'impôt sur le revenu pour la première fois en France ? En 1914. Justement parce que pour faire la guerre, il faut lever l'impôt. Préparation, conduite et évidemment conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre vont avoir un impact premier sur le développement des politiques d'État social et sur la centralisation de la décision politique. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, au retour de la guerre, il y a eu des destructions massives. D'abord des destructions humaines. Les soldats qui meurent au front, des soldats qui reviennent blessés, mutilés, donc des anciens combattants. Ils laissent parfois des veuves, des orphelins. Et donc, c'est toute une nouvelle catégorie de population qui existait auparavant, mais cette fois-ci, c'est complètement massifié, qui est en attente d'une contrepartie à ce que les historiens appellent l'impôt du sang. La préparation, la conduite et les conséquences de la guerre justifient donc le développement de l'État social. On va avoir par exemple en 1928 et 1930 des assurances obligatoires portant sur la santé et les retraites. En 1932, on a aussi la loi généralisant les allocations familiales. Ces caisses ne sont jamais dirigées par les travailleurs eux-mêmes, mais par l'État, des notables ou le patronat, qui s'entendent tous sur l'objectif premier de maîtriser les dépenses. Or, en 1945-46, on assiste à un tournant majeur. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où l'État français est affaibli et discrédité par la collaboration avec les nazis, les militants du Parti communiste et de la CGT vont réussir à imposer un autre système, celui de la sécurité sociale, tel qu'il avait été esquissé par le Conseil national de la résistance en 1944. La quasi-totalité des caisses existantes sont alors regroupées au sein d'un régime général de la sécurité sociale qui va largement échapper au contrôle de l'État. Donc là, on est à l'apogée de cette logique de la sociale. Et je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point ça représentait une conquête extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que ça a changé dans l'organisation des soins ? J'imagine tout à fait des gens qui nous écoutent et qui nous disent « mais tout ça n'est pas très clair. C'est quoi la différence avec la sociale ?» C'est maintenant que ça se passe.
il y a déjà des assurances sociales avant. Il y a déjà plein de caisses qui existent auparavant, avec des cotisations obligatoires. Non, 1945, il se passe autre chose. Alors évidemment, il y a plus de sous, mais l'enjeu, c'est pas plus de sous. Ce qui se passe, pour le comprendre, il faut comprendre contre quoi ça se construit. Ça se construit contre toutes ces formes d'assurance qui existent auparavant, qui sont des formes paternalistes. Qu'est-ce que ça voulait dire paternalisme social ? Ça voulait dire que c'est les gens qui dirigent, ce ne sont pas les gens qui sont bénéficiaires. Et donc, ils ont tendance à diriger et à mettre en place leurs politiques de façon plutôt austéritaire, de façon plutôt méfiante, avec cette fameuse méfiance vis-à-vis des abus, etc., etc. En 1945, la grande originalité, c'est que, évidemment, toutes ces lois vont être assemblées dans une seule loi, le régime général de sécurité sociale. On va avoir les accidents du travail, maladies professionnelles, la santé, la retraite et les allocations familiales. Mais surtout, cette fois-ci, ça va être les intéressés qui vont décider. Et ils vont décider parce qu'ils auront dans les conseils d'administration, au niveau local, les caisses primaires, au niveau régional, les caisses régionales, et au niveau national, la caisse nationale, 75% des sièges. Ils n'avaient rien. Désormais, ils ont 75%. Donc la grande originalité, c'est le fait que cette fois-ci, en 1945, on n'a pas une étatisation du système de sécurité sociale, on a une socialisation. C'est les intéressés qui décident, qui gouvernent. Pour donner un exemple, à la même époque, Renault est étatisé. C'est-à-dire que c'est le ministre qui va décider de qui est le PDG. Quand Renault est nationalisé, les ouvriers, c'est pas eux qui décident comment ils bossent, comment ça se passe à l'intérieur. Alors qu'avec la sécurité sociale, c'est l'inverse. La sécurité sociale, en fait, ça crée une nouvelle forme démocratique que, dans le livre, j'appelle la sociale. Et alors, on peut se dire, oui, mais tout ça, et alors ? Finalement, c'est gouverné par les intéressés. Et alors, ça change quoi ? Ils vont faire la même chose ? Pas du tout. Comme ils ont le pouvoir sur les caisses et qu'ils savent ce dont ils ont besoin, parce que eux sont les ouvriers, eux sont dans les situations qui nécessitent ce type de caisse, ils vont chercher le plus possible à éviter les formes de politique qui existaient par le passé. Donc toutes ces formes de paternalisme. Par exemple, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est, en étant maître des caisses, tout simplement, c'est de faciliter le recours aux droits. Parce que l'un des grands problèmes, c'est, on le sait encore aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des droits qui sont généraux, mais c'est plus difficile de faire en sorte que les gens accèdent aux droits. On a ce problème, par exemple, pour tous les minimums sociaux. Pour que les intéressés, pour que les cotisants aient accès aux droits, ils vont mettre des dépendances un peu partout sur les territoires dont ils dépendent pour faciliter l'accès aux droits, même dans les entreprises. Alors, il faut s'imaginer, dans les entreprises, il y a un guichet de la Sécu. Parce que il est probable que le camarade qui passe là, il ne sache pas qu'il a le droit. Il a le droit. Et ce qu'ils vont faire aussi, ça va être de financer et favoriser une forme de médecine collective. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y a une grande hostilité vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment de la part des syndicats de médecins. Alors, pas tous les médecins, mais les médecins qui gouvernent la profession refusent de signer des conventions qui permettent d'avoir des tarifs opposables, parce qu'ils ne veulent pas négocier des prix. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans les caisses ? Ils n'attendent pas que ça se passe tranquillement. Ce qu'ils font dans les caisses, les élus, c'est qu'ils cherchent des médecins qui sont susceptibles d'être d'accord pour, par exemple, fonder des centres de santé. Ils préféraient les centres de santé publics où l'accès est ouvert à tous avec des formes de tiers payants, plutôt qu'une médecine libérale dans laquelle, à cette époque-là, il n'y a pas de tarif opposable. Donc, maîtriser les sous, ça change tout. La grande nouveauté, c'est donc le fait que ce régime général soit gouverné par les travailleurs eux-mêmes, qui se retrouvent à gérer des sommes énormes qui représentent à l'époque l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Ça, c'est la grande différence avec ce qui se met en place à peu près au même moment au Royaume-Uni, par exemple, où c'est l'État qui gère l'ensemble du système social avec des ressources fiscales, c'est-à-dire avec l'impôt. En France, le système est financé par les cotisations sociales des salaires, ce qui fait qu'il n'est pas à la merci des politiques budgétaires et fiscales du gouvernement du moment. C'est ce système de démocratie sociale très poussé qui va d'emblée être la cible d'attaques de toutes parts. Et ce qui est frappant, c'est que les arguments qui sont avancés à l'époque contre le régime général sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ces arguments, ce sont lesquels ? C'est la concurrence internationale, où on nous explique que en France, on ne pourrait pas se payer la Sécu parce qu'on a les charges les plus lourdes du monde. Alors, je vous ai pris, excusez-moi, quelques citations d'un débat de 1949. Un débat de 1949 qui a été organisé à l'Assemblée nationale suite à une campagne de presse, notamment du Figaro, qui critiquait l'existence de déficits massifs à la sécurité sociale. Donc le trou de la Sécu, c'est dès le début. Dès le début, on nous dit qu'il y a le trou de la Sécu. Et donc dès le début, 1949, on a ce débat à l'Assemblée nationale, et vous avez quelqu'un qui s'appelle Paul Reynaud, qui est quelqu'un de très important, mais je passe,
je cite 1949, comment les entreprises françaises peuvent-elles faire face à des ouvriers japonais qui continuent à se nourrir d'un bol de riz comme leurs ancêtres ? Pierre André, si l'Union européenne devenait une réalité et si les barrières douanières tombaient, comment pourrions-nous aligner nos prix sur ceux de la concurrence étrangère alors que les charges sociales chez nos voisins sont inférieures aux nôtres ? Et alors, il y en a plein des critiques comme ça. Critiques aussi de l'abus des assurés. On va déjà dire que les assurés, vous vous rendez bien compte, maintenant qu'ils ont des droits, ils vont rester chez eux alors qu'il n'y a aucune raison, ils ne sont pas malades. Les médecins vont donner des arrêts maladie alors qu'ils n'en ont pas besoin. Les arguments étaient donc bien rodés dès le début. Et dès le début, l'État a cherché à reprendre le contrôle sur la sécurité sociale. Mais ce n'est qu'en 1967, sous Pompidou et De Gaulle, qu'il va y arriver. L'ordonnance qui passe cette année-là va faire plusieurs choses. D'abord, supprimer les élections à la sécurité sociale. L'argument, c'est de dire que les élections, ça coûte cher. Et donc, on remplace les élections par des désignations. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le passage d'une séparation à 75% des sièges pour d'un côté le patronat, de l'autre côté les salariés, à 50-50. L'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui le paritarisme, c'est en 1967. Et on voit bien, ne serait-ce que dans la dynamique, historique, quand on passe de 75-25 à 50-50, en fait, c'est une régression démocratique. Puisque, évidemment, le patronat, d'un point de vue démographique, est beaucoup plus petit que la masse des travailleuses et des travailleurs. Et alors, ça va permettre à ce que la sécurité sociale soit gérée de façon, gouvernée de façon beaucoup plus dure, d'une manière beaucoup plus austéritaire, on dirait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le patronat, qui représente 50% des sièges, est relativement uni face au salariat. Et qu'est-ce qu'il souhaite ? Il souhaite limiter l'augmentation des dépenses. Parce que pour lui, l'augmentation des dépenses, c'est l'augmentation des cotisations dont il ne veut pas. L'autre mesure phare de l'ordonnance de 1967, ça va être de diviser les caisses de la sécurité sociale. Ça a l'air d'être une petite mesure technique, mais en fait, ça change tout. Ça aussi, c'est très important, ça nous paraît étonnant aujourd'hui. Mais diviser les caisses, ça avait déjà été fait un petit peu en 1946, parce qu'en 1946, l'ambition, c'est d'avoir toutes les caisses réunies, mais finalement, du fait de la lutte déjà existante à l'époque, sans attendre la période dite néolibérale, on avait séparé d'un côté les caisses de sécurité sociale et de l'autre côté les caisses d'allocation familiale. À ce moment-là, on sépare et on a la structure qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire allocation familiale, assurance maladie, vieillesse. Donc la séparation qu'on a, à ce moment-là, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre modèle de sécurité sociale, tel qu'il existe maintenant, il doit beaucoup plus à 67 qu'à 45. Et alors pourquoi c'est problématique ? Parce que évidemment, quand vous séparez les caisses et que vous interdisez la compensation entre les caisses, vous avez une ampleur financière qui est beaucoup plus faible. Et quand il y a des déficits d'un côté, si on impose à ce que ces déficits ne soient pas comblés par les excédents qu'ils peuvent avoir d'un autre côté, ça crée artificiellement du déficit. Et donc, ça permet de nourrir cette logique de toujours actuelle, de dire qu'il y a des déficits à la Sécu. La dernière grande étape de réappropriation étatique, ce sont les ordonnances Juppé de 1996 qui vont créer tous les instruments qui permettent aujourd'hui à l'État de diriger quasiment seul la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe ? On va inventer à ce moment-là les lois de financement de la sécurité sociale. Alors vous le savez probablement, tous les automnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est à l'automne, c'est quand les feuilles commencent à tomber des arbres, arrive le trou de la Sécu. Pourquoi ? Parce qu'il faut voter la loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée. Auparavant, quand il y avait des déficits, il était possible de décider soit de faire une avance de la part du Trésor, donc de la part de l'État, en attendant que la situation s'améliore, soit augmenter le taux de cotisation, tout simplement. À partir de 1995, on décide que tout ça a été fini. On n'augmente plus le taux de cotisation, au contraire, il va commencer à baisser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y a plus de cotisation sociale maladie pour les salariés. Donc, on ne cotise plus pour la santé. Et du coup, on va remplacer cette cotisation par de la CSG et surtout dire que désormais, c'est fini. Quand il y aura des déficits, il faut que ces déficits soient refinancés en passant par les marchés et notamment les marchés financiers. En créant ce budget de la sécurité sociale, la politique de santé passe d'une logique de réponse à des besoins à une logique d'adaptation à une contrainte budgétaire. La priorité étant de combler le fameux trou de la Sécu. En 1975, la sécurité sociale sera en déficit de 4,5 milliards de francs. Oui, avec ce trou, ce déficit galopant de la sécurité sociale. Déficit de la sécurité sociale, risque de faillite de l'assurance chômage. La facture s'élève à 9 milliards et l'année 91 ne se présente pas mieux. Le déficit devrait en effet doubler. Sécu, la foire aux milliards, des chiffres qui donnent le tournis.
6,1 milliards d'euros de déficit en 2002, une dégradation fulgurante par rapport à 2001. C'est un trou de 23 milliards d'euros. Jamais la sécurité sociale n'avait connu un tel déficit. Un chiffre vertigineux maintenant, celui du déficit de la sécurité sociale à cause du coronavirus, bien sûr. Il atteindra 41 milliards d'euros en 2020. Comment en est-on arrivé là ? Ça, c'est pas sympa. On s'est fait plaisir. La question, c'est... On ne peut pas nier qu'il y a un déficit. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y a toujours un déficit et est-ce que c'est grave ? Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans ce détail, je voudrais dire quelque chose qui est quand même très important. En réalité, tous ces déficits, à chaque année, en fait, à chaque fois, c'est une bonne nouvelle quand même. Il faut le dire. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que ces déficits, ils ne sont pas liés à une mauvaise gestion de la sécurité sociale, ils sont liés à un mauvais état de l'économie. Un mauvais état de l'économie est souvent des crises qui sont des crises du capitalisme, pas de la sécurité sociale. Alors, je donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, il y a cette fameuse crise des subprimes. Cette crise des subprimes, c'est une crise qui vient de la spéculation immobilière aux États-Unis, avec des phénomènes de titrisation, de financiarisation très importants, et qui font qu'il y a une crise mondiale qui se déclenche en 2008. Vous vous rappelez, Lehman Brothers, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la sécurité sociale ? On est en 2008, le déficit est de 9 milliards. En 2009, il est plus de 20 milliards. Il fait plus que doubler. Alors, question, est-ce que les gens ont été 2 fois plus malades ? Est-ce qu'il y a eu des hordes de vieux qui sont partis à la retraite ? Ce qui se passe, c'est que finalement, les comptes de la Sécu ne font que retranscrire l'état de l'économie et là d'une crise grave du capitalisme. Et heureusement qu'il y avait ce déficit. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ce déficit qu'il a été possible de continuer à financer l'activité de soins. Parce que d'où il vient ce déficit ? Il vient notamment de l'augmentation du chômage. Donc il y a plus de chômage, il y a moins de cotisations qui rentrent. Les gens sont au chômage, donc ils vont demander plus de prestations sociales. Et en fait, heureusement qu'il y a de la Sécu, parce que sinon ça voudrait dire quoi ? Sinon ça veut dire que ces gens, en fait, on s'en occuperait plus. C'est à ça qu'elle sert. Elle a un rôle contracyclique, à contrer le cycle. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Ensuite, sur le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que ces déficits, en fait, ils sont construits. Ils sont construits politiquement. Et l'État, par exemple, décide de lui-même de faire en sorte que la sécurité sociale se passe de certaines ressources. Donc le cas le plus typique, ce sont les exonérations de cotisations sociales. Mais plus généralement, il y a une lutte contre les salaires. Vous voyez, ça veut dire quoi cette lutte contre les salaires ? C'est une lutte contre l'augmentation des salaires, donc l'augmentation des cotisations, mais aussi lutte politique, bien sûr, contre le salaire en tant que tel. Et l'État va favoriser des primes, par exemple de l'intéressement, de la prime de performance, etc., etc. Donc tout ça, en fait, c'est des recettes en moins pour la sécurité sociale. Donc, et enfin, dernier élément, et vraiment je me tais, il y a cette dimension, de quoi parle-t-on ? Il faut savoir que cette année, la loi de financement de la sécurité sociale a voté un budget dans lequel les ressources sont supérieures aux dépenses. En fait, il n'y a pas de déficit. Mais ça dépend de quoi on parle. Dans ces extraits, ce qui est souvent en cause, c'est l'assurance maladie, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, ou éventuellement plus largement le régime général. Sauf que le régime général, c'est une caisse parmi d'autres. Il y en a d'autres. Il y a, depuis les années 50, une caisse pour le chômage. Et en fait, quand on prend en compte toutes ces caisses, aujourd'hui, cette année, le budget voté par ce gouvernement montre que ce qu'on appelle en comptabilité nationale les administrations de sécurité sociale ont des recettes supérieures aux dépenses. Donc la dramatisation des comptes de la sécurité sociale sert toujours et depuis toujours d'outil pour justifier des réformes de réduction d'accès aux droits. Alors quand il parle des réformes de réduction d'accès aux droits destinées à faire des économies à la Sécu, ça passe par toutes sortes de mesures. À commencer par le fait de mettre le patient à contribution avec ce qu'on appelle le ticket modérateur, qui désigne cette part des consultations ou des médicaments qui n'est pas prise en charge par la Sécu. Là, par exemple, en juin 2023, le gouvernement a annoncé que le ticket modérateur allait passer de 30 à 40% sur les soins dentaires. Les économies passent aussi par la fermeture de lits d'hôpitaux. On parle du virage ambulatoire pour dire qu'on va privilégier les hospitalisations de jour et faire en sorte que le patient rentre chez lui le soir après avoir reçu des soins. Et ce que j'ai compris en lisant le livre de Nicolas da Silva, c'est que toutes ces réformes, elles sont menées par une bureaucratie étatique qui ne se conçoit pas du tout comme une adversaire de la Sécu. Cette élite n'a absolument pas l'intention de la liquider ou de la privatiser, au contraire, elle se perçoit comme la meilleure alliée de la Sécu qu'elle veut à tout prix sauver.
En revanche, elle a complètement intégré l'idée d'une contrainte budgétaire forte qui rendrait toutes ces réformes nécessaires. Bon, on peut dire que vous êtes assez critique sur l'étatisation, sur l'État social, mais est-ce qu'on peut pas se dire quand même c'est moins pire que si les soins étaient entièrement aux mains du privé? Est-ce que c'est pas un rempart contre la privatisation, l'État social? C'est moins pire, oui, c'est un rempart, non. Évidemment que vaut mieux avoir une sécurité sociale portée par l'État telle qu'elle existe maintenant, parce qu'on peut aller se soigner, on est tous bien contents de ça. Néanmoins, est-ce que c'est un rempart? Non. Parce qu'à partir du moment où on a étatisé la sécurité sociale, où c'est l'État qui décide de la politique de santé, ça change tout, parce que ça change la politique qui est menée. C'est-à-dire que l'État social, les élites politiques, les élites du welfare, comme appellent ça les politistes, ont une conception de la protection sociale, et en particulier de la protection de maladie, dans laquelle l'État social n'a pas vocation à tout rembourser. Il faut qu'il se concentre sur certaines catégories de la population, sur les plus vulnérables. C'est ce qu'on appelle la politique de ciblage. C'est-à-dire qu'on va très bien rembourser les soins des plus malades, les gens qui sont en dispositif ALD, dont les soins sont remboursés à 100%, des plus pauvres, parce qu'on va mettre en place des dispositifs d'accès à une complémentaire santé étatique. Ça s'appelait la CMUC autrefois, aujourd'hui ça s'appelle la complémentaire santé solidaire, mais aussi à l'hôpital, parce que l'hôpital c'est très très cher, et donc les soins de santé à l'hôpital sont beaucoup mieux remboursés que par exemple en ville, ou pour les dispositifs optiques, dentaires, etc., etc. Et donc, il y a cette politique de ciblage pour ces personnes les plus vulnérables, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé. Et à côté, il y a une construction par la politique publique, depuis au moins 40 ans, construction du marché. En fait, il faut que j'arrête de dire à ma famille américaine que la santé en France est entièrement publique et qu'il suffit de dégainer sa carte vitale pour être soigné gratuitement. En réalité, on a affaire à un système à deux piliers. D'un côté, un pilier public qui se concentre sur les personnes soit très pauvres, soit très malades, qui n'ont rien à payer. Et de l'autre côté, un pilier privé qui concerne les soins jugés moins prioritaires, comme l'optique ou le dentaire, pour lesquels on est obligé de payer une mutuelle privée si on veut être correctement remboursé. L'État social est donc moins un bouclier contre le marché que son allié. Et il n'y a pas que les complémentaires santé qui se développent avec la bénédiction de l'État. Il y a aussi les cliniques privées, les laboratoires d'analyse et l'industrie pharmaceutique. Donc on voit bien que l'opposition pertinente, c'est pas l'État versus le marché, puisqu'il y a une alliance, mais plutôt l'État social versus la sociale. Parce que ce dont nous souffrons, bien sûr, ce dont les personnels de santé, les patients souffrent, c'est évidemment, dans certains cas, de manque de financement, c'est évident. Non, ce dont on souffre, c'est évidemment de ne pas avoir le pouvoir sur ce que l'on décide de rembourser. Et donc, pour changer les choses, c'est pas simplement plus d'argent, c'est qui décide. Ça peut paraître contre-intuitif, mais l'État social n'est pas une institution purement protectrice qui couvrirait tous nos besoins de santé et mettrait ces besoins à l'abri des forces du marché. Non seulement l'État a combattu un régime général de la sécurité sociale géré par les assurés eux-mêmes, en le privant de ressources et en réduisant toujours plus le périmètre de sa prise en charge, mais l'État favorise le développement du marché de la santé. Pour Nicolas Da Silva, la sécurité sociale est en pleine santé financière. Elle n'a pas besoin d'être sauvée, du moins pas à coup de mesures d'économie visant à résorber les déficits quand il y en a. Pour lui, la question fondamentale n'est pas une question financière, mais politique. C'est celle de savoir qui a la main sur la protection sociale. C'est la question de faire vivre non pas seulement une démocratie représentative parlementaire, mais une véritable démocratie sociale. Le prochain épisode tourné en public à la Gaîté Lyrique aura lieu samedi 21 octobre. Ce sera avec la préhistorienne Marilène Patou-Matisse et on va parler des origines de la violence. À bientôt!